Hello hello, nous sommes le 5 juillet. Comme vous avez pu le voir dans le plan précédent, j'ai commencé une nouvelle épreuve non corrigée Charleston. Il s'agit du tome 2 des héritières de Lovenhoff. Donc ici c'est le secret de Mathilda. On avait lu au tout début de notre expérience le tome 1. Et du coup, dans cette même expérience Charleston 2022, on a le tome 2 à lire également. J'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1, même s'il y avait quelques peut-être lenteurs. Mais globalement, j'avais beaucoup aimé ce texte et j'avais beaucoup aimé le personnage d'Agneta. Donc, dans le tome 1, on suit Agneta et dans le tome 2, on suit Mathilda. Je ne peux pas vraiment vous dire qui est Mathilda parce que ça spoil certaines choses du tome 1. Ce qui est drôle, c'est que en fait, Mathilda ne sait pas certaines choses, certains secrets qui pèsent autour d'elle, mais nous on le sait en ayant lu le tome 1 et du coup c'est assez drôle de suivre ça comme ça. Bref, ici on est en 1931, au tout début donc de la saga au tome 1, on était près de la guerre 14, aux alentours de la guerre 14-18. Là on est du coup plusieurs années plus tard et du coup notre personnage Agneta a grandi, elle a eu, enfin voilà, j'ai pas envie de vous spoiler donc à courir partout, Enzo est tombé. Donc je disais, elle a grandi, mais je peux pas vous dire d'autres choses par rapport à par rapport à sa situation, parce que ça vous spoilerait le tome 1, ça va être très dur de vous parler de ça. Mais bref, on suit Mathilda, qui elle est issue d'une famille normale, on va dire, voilà, ses deux parents travaillaient, mais voilà, elle est issue d'un milieu pas du tout aisé, d'un milieu classe moyenne pour l'époque, on va dire. Elle était dans une école, ses deux parents sont morts, et alors à la mort de ses deux parents, on a Agneta, donc là, qui est une comtesse, et donc qui elle est vraiment d'un milieu beaucoup plus aisé, hein. Dans le tome 1, on la suit vraiment dans son manoir, etc. Où elle doit faire... En fait, dans le tome 1, Agneta rêvait de ne pas être... vouée à cette vie de noblesse. Elle voulait être artiste, sauf qu'elle a dû faire face à certaines obligations suite au décès de son frère et de son père. Et là, du coup, en fait, Agneta va arriver à la lecture, enfin un petit peu avant la lecture du testament, suite au décès de la maman de Mathilda, et lui apprendre qu'elle sera sa pupille, que la mère de Mathilda voulait que, Agneta soit sa tutrice. Et Mathilda ne sait pas pourquoi. Et je ne vous dirai pas pourquoi non plus, même si nous, on sait pourquoi en ayant lu le tome 1. Bref, on est, j'ai oublié de le dire, en Suède. Oh, c'est en Suède ? J'ai un doute maintenant. On est bien en Suède. Du coup, on a toute la mentalité autour des années 1930. Mentalité qui a quand même évolué par rapport à Agneta qu'on suivait donc au début des années dans les 1910, je crois que ça a commencé en 1912, mais je suis plus sûre, jusque après la première guerre mondiale, pardon. Là, je ne sais pas si on va voir la deuxième guerre mondiale dans ce tome-là, je ne sais pas jusque où ça va. Mais du coup, voilà, on suit Mathilda et on a toujours du coup ces réflexions autour de la place de la femme. En fait, ce que j'aime bien, c'est que Agneta était une femme relativement moderne qui n'hésitait pas à casser un peu les mœurs de l'époque. Et là, j'ai l'impression qu'on va repartir un peu là-dessus avec Mathilda, et c'est chouette d'avoir des personnages comme ça. Par exemple, Mathilda, elle a un compagnon et elle a dans l'optique de faire des études de commerce pour pouvoir ouvrir avec son compagnon l'entreprise. Donc, vous voyez, il y a quand même une bonne mentalité dans le sens où elle veut pas se marier, avoir des enfants, etc. Elle est quand même assez indépendante et elle veut travailler, etc. C'est très prometteur. Donc là, elle est arrivée au manoir et elle fait la rencontre de personnes qui habitent au manoir. Du coup, de nouveau, je veux pas vous en dire trop. Et voilà, on la suit du coup. Pour le moment, j'aime bien Mathilda. Et j'aime bien toujours le texte, la plume, l'ambiance qu'il y a, vraiment cette ambiance un petit peu à la Downton Abbey, mais pas trop parce qu'on ne suit pas beaucoup les domestiques. Et c'est quand même assez différent au niveau de l'intrigue. Et d'être en Suède et tout ça, je trouve ça super. Donc voilà, je vais continuer à lire. J'ai lu 80 pages sur, je crois qu'il y en a 650, quelque chose comme ça. Donc ça va être un gros tome. Mais franchement, ça se lit vite, c'est assez fluide. Donc voilà pour mon premier avis sur ces premières pages que j'ai pu lire. Et n'hésitez pas à aller lire le tome 1 si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est vraiment assez chouette. Personnellement, je l'avais beaucoup aimé. Hello, on est le jeudi 8 juillet, je m'apprête à commencer à bosser, mais je vais vous faire un petit point lecture. Hier soir,
je suis allée au cinéma et en rentrant, j'ai repris ma lecture des Héritières de Lovenov, donc le tome 2, Le secret de Mathilda, que j'avais mis un peu en pause pour terminer un autre roman. Donc voilà, je vais vous faire un petit point sur mon avancée, parce que je suis page 165, je suis à 25% du roman, qui se lit très vite, c'est très fluide, parce qu'il y a vraiment beaucoup de dialogue en fait, donc ça paraît être une grosse brique, mais franchement ça se dévore, ça se lit super vite, j'ai pas passé beaucoup de temps à lire, et les pages passent toutes seules. Donc voilà, si jamais vous avez peur de la taille du roman, même si je sais pas combien de pages il fera en version papier, n'ayez pas peur, ça se lit vraiment super vite. Donc comme je vous disais, ici on suit Mathilda qui va être intégrée suite au décès de ses parents au domaine de Lovenov, donc qui va devenir la pupille d'une comtesse, pour des raisons que je ne vous dirai pas parce que ça spoil le tome 1. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment du coup cette confrontation entre gens du peuple, mais gens du peuple... elle est quand même issue d'une classe moyenne, hein, mais voilà, entre gens du peuple qui vivent dans... Enfin, elle vivait vraiment dans une grosse ville, à Stockholm, et aristocratie, noblesse, et du coup, je trouve ça très intéressant de voir cette confrontation vraiment entre, du coup, modernité, parce qu'on est quand même en 1930, donc ouais, la société a quand même évolué, et archaïsme, parce que tout ce qui est noblesse, aristocratie, continue à suivre vraiment des mœurs qui sont parfois très dépassées, et ben, on a cette Mathilda qui doit s'adapter complètement... à ce nouveau mode de vie, qui doit assister à des balles, qui doit apprendre à danser, etc. Et ça, je trouve ça très intéressant, et elle garde quand même ce côté moderne, voilà, elle apporte vraiment du renouveau, je trouve, à cette famille aristocrate. Un petit truc qui me lasse, et c'est ce qui m'avait lassé dans le tome 1 également, c'est que dans le tome 1, on a toujours une éternelle confrontation entre Agneta, donc la comtesse, et sa mère. Et ici, on a ce même type de conflit entre Mathilda et, je vais dire un spoil, et un des enfants d'Agneta, donc Magnus, donc un des comtes, qui ne cesse de... en fait, qui n'est pas d'accord de la présence d'Agneta, et qui est vraiment très désagréable, et c'est tout le temps conflictuel, et c'est un petit peu lassant, en fait. Je trouve ça un peu immature, et voilà, j'avoue que je lève un peu les yeux au ciel à ce niveau-là, et c'est exactement ça qui me fait embêter un peu dans le tome 1 aussi. J'avais adoré le tome 1, mais voilà, un peu trop de conflits, et ici, de nouveau, un petit peu trop de conflits également. Donc voilà, mais c'est le seul truc qui m'embête, à part ça c'est vraiment très prenant, c'est vraiment, c'est fluide, ça se lit tout seul. On est à Stockholm, enfin on est en Suède, donc ça change un peu des autres romans, voilà, on a toujours cette ambiance un petit peu Downton Abbey et Villa of the Tuff, etc., mais dans un autre pays, en Suède, donc c'est encore plus intéressant de découvrir un pays que je ne connais pas spécialement beaucoup. On sent, ils ont parlé, donc... il parle un petit peu politique dans certains chapitres, et donc on sent la montée du pouvoir d'Hitler et tout ça, les préoccupations par rapport à l'Allemagne nazie, et j'espère qu'on va l'aborder ici, mais je ne suis pas sûre, ce sera peut-être dans le tome 3. Mais voilà, il y a cette montée du nazisme qui se ressent petit à petit aussi, et voilà, j'aime beaucoup, vraiment c'est très fluide, ça se lit tout seul, et j'ai hâte de le continuer, à mon avis il sera lu, alors je sais pas si il sera lu ce week-end, parce que c'est un week-end à 1000, donc il est possible que je fasse un week-end à 1000, et je le ferai pas avec celui-là, donc voilà, je verrai bien, de toute façon il sera lu pour la semaine prochaine, je dois lire pour le 20 juillet, donc j'ai encore 12 jours, donc j'ai le temps. Voilà, je vous tiendrai au courant de ma lecture de toute façon. Je vais vous faire une petite avancée sur ma lecture donc des Héritières de Lovenov, le tome 2. Je vais seulement reprendre, enfin j'ai repris un petit peu depuis le moment où je vous ai filmé, mais là je l'avais mis en pause ce week-end comme je vous avais dit pour mon week-end à 1000, donc là je vais reprendre, mais je vais vous parler un petit peu de... je sais pas combien de pages j'ai lu depuis que je vous ai pris, mais je sais que dans les derniers passages, je vous disais que le conflit me lassait et que c'était quelque chose qui m'avait déjà un peu ennuyé dans le tome 1. Ça fait au moins 100 pages qu'il y a plus de conflit, parce que le personnage qui est en conflit, enfin les deux personnages qui sont en conflit, ne se voient plus pour le moment. Il y a un des deux personnages qui n'est plus au manoir pour une raison X ou Y, et du coup... on se concentre sur autre chose, et franchement je trouve ça beaucoup plus intéressant, parce que j'avoue que moi dans les romans en général, hein, toutes les situations un peu conflictuelles qui durent et qui sont un peu gamines, ça me lasse assez vite. Et là franchement on est passé à autre chose, on évolue bien, il y a des petits bonds dans le temps, et j'aime bien suivre toujours ces personnages, et suivre du coup cette... c'est le côté historique également, puisque du coup, bon voilà, là maintenant où j'en suis, on est en 1934, donc petit à petit on sent que ça a commencé à se bousculer, on approche de la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment chouette, toujours aussi bien écrit, toujours aussi prenant, j'aime toujours le personnage de Mathilda que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très mature et très ambitieux, donc voilà, je vais reprendre maintenant, mais vraiment j'aime beaucoup ce tome 2, je pense que je le préfère au tome 1, à voir à la fin, même si le tome 1 j'avais bien aimé également, mais j'aime beaucoup Mathilda, vraiment, donc...
je vous tiens au courant, mais je voulais vous dire que la situation conflictuelle dure moins longtemps que dans le tome 1, parce qu'entre Agneta et sa mère, c'était constant. Là, ça va, ça ne dure pas tellement longtemps que ça. Et heureusement, parce que sinon, on répétait vraiment le même scénario. Par contre, il y a un truc entre les personnages où je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas vous le dire parce que ça spoil le tome 1. Mais je me dis, mais enfin, bref, si vous avez lu le tome 1, en lisant le tome 2, vous penserez peut-être la même chose que moi. Mais voilà, il y a juste un truc avec des personnages qui me laisse un peu pantoise, on va dire ça comme ça, mais on verra, on va voir comment ça évolue, et voilà, je vais reprendre maintenant. Je crois pas que je vais lire beaucoup ce soir, donc ce sera sûrement principalement pour demain, mais j'aimerais bien le finir clairement d'ici mercredi, on va dire, maximum. Alors, j'ai terminé le tome 2 des Héritières de Lovenhof, et ça a vraiment été un vrai régal. Je sais pas s'il y a une suite ou pas. Je sais pas combien de tomes fait cette saga, voilà, mais j'ai vraiment passé un bon moment. Je suis passée par beaucoup d'émotions. J'ai vraiment été emportée par ce texte et par l'ambiance historique, par les personnages. Il y a un personnage qui a continué à m'agacer, mais sa présence était au final assez... il était assez absent, je trouvais, du roman, donc voilà, ça passait. La fin, je veux pas vous dire pourquoi, mais il y a un passage très triste qui m'a fendu le cœur. Voilà, j'ai adoré suivre Mathilda, avec qui j'étais pas tout le temps d'accord dans ses réactions. Je la trouvais parfois très excessive, mais je l'ai trouvée malgré tout assez mature, assez réfléchie et assez cohérente en fait. Elle restait fidèle à elle-même tout au long du récit, et j'ai vraiment passé un bon moment, toujours un agréable moment dans ce manoir, dans cette famille, toujours un peu à cette ambiance Downton Abbey, mais qui ne reste pas... Voilà, c'est un peu une ambiance Downton Abbey parce qu'on est dans un manoir, mais on n'a pas vraiment, on retrouve pas... C'est pas du copier-coller de Downton Abbey parce que on n'est pas, on suit pas des domestiques, voilà, on a des interactions avec les domestiques, mais je veux dire, ça reste assez effacé, et on suit surtout les nobles, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé aussi me retrouver à cette époque où se confronte un peu modernité et enfin voilà, en fait la noblesse se confronte à la modernité, à cette avancée, voilà, avancée des mœurs, etc. Le féminisme qui prend de plus en plus d'ampleur. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, j'ai passé un très bon moment, donc voilà, je suis très contente d'avoir lu ce tome 2, et je le préfère au tome 1, bien que j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais voilà, je trouve que c'est une très chouette saga, donc si vous ne connaissez pas encore et que vous aimez un peu tous les livres du style La Villa aux étoffes ou des ambiances à Downton Abbey, bien qu'ici on n'a pas du tout l'ambiance british, hein, on a toujours aristocratie, etc. Mais voilà, c'est pas du tout british au niveau de l'ambiance. Eh bien, je peux que vous conseiller de toute façon cette saga qui est très bien écrite, très prenante, avec des personnages très inspirants. Donc voilà pour mon avis. Je ne sais pas encore s'il y aura d'autres livres dans cet avis-là, donc soit je vous retrouve pour un deuxième avis, soit dans ce vlog, soit pour la réception du roman. Donc écoutez, vous verrez bien. Moi je ne le sais pas encore, vous le verrez pour vous dans quelques secondes. Moi ce sera dans quelques temps, et probablement quelques semaines. J'ai reçu un colis, je l'ai préouvert, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air d'une grosse brique. Ah, j'ai reçu Les Héritières de Lovenhof, donc le tome 2, Le secret de Mathilda de Corinna Baumann. Voilà, donc vous avez déjà eu mon avis tout au long de la lecture, donc voilà, vous savez déjà ce que j'en pense, mais c'était une très chouette suite, et vraiment c'est une saga que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a mon avis dedans? Pas ici. Oui, mon avis est là. Ah, j'aime trop quand mon avis est là. Donc mon avis est, je ne sais même pas comment ça s'appelle cette partie, voilà, des livres, mais donc j'y ai écrit. Je n'ai pas vu le temps passer. J'étais prise par l'intrigue. C'est une saga familiale magnifiquement bien ficelée, avec des personnages attachants et de nombreux secrets. Donc voilà, je ne sais plus s'il y a d'autres livres dans cet épisode. Je pense pas. Je crois que j'ai mis cet épisode tout seul. Donc écoutez, voilà la version définitive des Héritières de Lovenhof, qui est une grosse brique. C'est dans la même trame que La Villa aux étoffes, hein, c'est aussi des grosses briques. D'ailleurs, je vais encore lire le tome 5. Mais donc voilà pour l'ouvrage final, et du coup je vous laisse ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si cette saga vous tente ou pas. Moi je ne peux que vous la conseiller. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode Lily Charleston, pour les derniers qui arrivent.
N'hésitez pas à, comme d'habitude, liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous fais de gros bisous.